Cette démocratie qu'on nous vante comme ce qui se fait de mieux sur Terre en matière politique, qu'est-ce qu'elle me laisse comme droit? Le droit de désigner tous les 5 ans des maîtres politiques qui vont tout décider à ma place. Je les désigne parmi des gens que je n'ai pas choisis. Donc ce sont des faux choix. C'est-à-dire que quand je choisis entre l'affreux A et l'affreux B, oui, c'est un choix, c'est un faux choix. C'est-à-dire que je ne peux pas choisir autour de moi des gens que je considère comme bien. Pas du tout. Librement, je ne peux pas du tout faire ça. Cette démocratie, soi-disant, ne me laisse comme possibilité que le droit de désigner des maîtres parmi des gens que je n'ai pas choisis et contre lesquels je ne pourrais rien faire pendant 5 ans, je dis bien rien faire pendant 5 ans, je pourrais descendre dans la rue si ça m'amuse et ils s'en tapent complètement, je ne pourrais rien faire s'ils me trahissent, même s'ils me trahissent au dernier degré. Tout ce que je peux faire, c'est, à la fin du mandat, ne pas réélire la crapule qui vient de me trahir pendant 5 ans. J'exagère là, je force un peu. Mais si l'habit ne fait pas le moine, le mot ne fait pas la démocratie. Bonjour. La France n'est point et ne peut pas être une démocratie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Joseph Sieyès, député du tiers-État, figure essentielle de la Révolution française. Nous sommes le 7 septembre 1789 et celui que l'on appelle l'abbé Sieyès prononce ces mots à l'Assemblée nationale, né 3 mois plus tôt. J'ai toujours été pour une république libre, pas une démocratie qui est un gouvernement arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel et intolérable. Cette fois-ci, ce sont les mots de John Adams, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, dont il a été le second président. Mais alors quoi? On ne parlait pas de démocratie pendant ces grandes révolutions? Ce gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple? Assez peu. Loi, peuple, liberté ou encore nation et constitution, voilà les mots vedettes dans les textes de la Révolution française. Ce n'est que loin derrière qu'arrive celui de démocratie. Après, représentant et souveraineté. Et quand on l'utilise, c'est en guise d'épouvantail. Dans l'arène politique de l'époque, que ce soit en France ou aux États-Unis, être qualifié de démocrate est clairement une insulte. Sieyès agite le risque d'une démocratie populaire avec ses mouvements tumultuaires et incertains. L'Américain Elbridge Gerry, l'une des plumes ayant signé la déclaration d'indépendance, s'enflamme. Les malédictions que nous expérimentons découlent des excès de la démocratie. Il faut donc imaginer un système qui protège la société d'elle-même, éviter à tout prix cette dangereuse démocratie. L'exemple d'Athènes était bien connu des penseurs politiques de nos chères révolutions. Mais hors de question d'utiliser le tirage au sort, ça c'était bon pour les Grecs. Élisons des représentants. Voilà l'option qui l'emporte. Bienvenue en aristocratie. Eh oui, Montesquieu l'écrit clairement dans son Esprit des lois, le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie, le suffrage par choix est de celle de l'aristocratie. Placer l'élection au cœur de ces républiques fraîchement nées, c'est acter qu'il existe une élite bien plus capable de s'occuper de la chose politique que les autres. Ça tombe bien, c'est cette même élite qui a choisi cette organisation. Mais d'où vient cette étrange idée d'une assemblée représentant le peuple? Du Moyen-Âge. Les premiers états généraux sont convoqués en 1302 par Philippe le Bel, roi de France. Clergé, noblesse et tiers-état s'y retrouvent réunis dans un but bien précis, légitimer le roi face au pape Boniface VIII. L'illusion d'une représentation nationale est là, mais déjà aucune trace de démocratie. Quelques siècles plus tard, à l'aube de la Révolution, Sieyès, toujours lui, fait cette remarque. Il ne s'agit parmi nous que de commerce, d'agriculture, de fabrique, etc. Le désir de richesse semble ne faire de tous les États de l'Europe que de vastes ateliers. Pour lui, le peuple souhaite avant tout s'occuper de ses biens privés. La liberté de l'époque est celle de participer à la société commerçante. Le gouvernement représentatif est la solution. Le peuple délègue ainsi la gestion des affaires publiques à des représentants et peut s'occuper de ses affaires privées. La division du travail appliquée aux politiques. Reste un dernier tour de passe-passe. Alors que la démocratie était encore une insulte, certains en ont fait un argument de campagne. Nous sommes en 1828 et Andrew Jackson est élu 7e président des États-Unis. Comment? En étant le premier à se proclamer démocrate. Il se présente ainsi comme le candidat des petites gens face aux élites, récoltant du coup les voix des classes populaires. 15 ans plus tard, tous les autres candidats auront fait de même. Au passage, Jackson amène aussi le parti qui le soutient à changer de nom. Ainsi, le parti républicain devient Parti démocrate. Rien dans les mains, rien dans les poches, du marketing politique avant l'heure.
Dans un contexte social bien différent, les pères fondateurs de nos républiques étaient donc ouvertement opposés à la démocratie comme régime politique. Ce qui n'enlève rien à leurs intentions sincères, liberté, égalité, justice. Ce sont d'ailleurs ces élites élues qui ont écrit des textes fondamentaux comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France ou le Bill of Rights américain. Étonnante complexité. Sauf qu'aujourd'hui, le mot démocratie s'est perdu. Il ne désigne plus un système politique, mais un agrégat d'idéaux dont chacun peut se réclamer. Ce mot, devenu sacré, est intouchable. Ne pas se proclamer démocrate est un suicide politique. Affirmer que l'on n'est pas en démocratie est un crime de lèse-majesté. Mais alors, comment réfléchir à des alternatives si l'on ne peut déconstruire le système en place ? Il va sans doute falloir sortir de cette impasse pour construire une véritable démocratie.